Dans un paysage de montagne, des hommes et des femmes s'affairent sur une route. Une rivière coule au milieu de roches escarpées à la végétation éparse. Au loin, une ville sur un plateau domine cette rivière. Elle est composée d'un grand donjon et de hautes murailles. À proximité, un moulin en hauteur. De l'autre côté, sur une route au parapet de pierre, se trouvent des passants, regardant et désignant une autre portion de route. Un pont, pour enjamber la rivière, est en construction. 2 grues y sont placées pour permettre de porter les lourdes pierres de sa réalisation. Une carriole est renversée par des hommes pour jeter des gravats dans la rivière. Un homme pousse une brouette depuis un tas de pierres qu'un autre casse à grands coups. De nombreux autres sont affairés sur un grand amas de pierres. Une carriole, entraînée par un cheval, emporte ces pierres. D'autres ouvriers, dans le groupe du premier plan, cassent des pierres, préparent des pavés qu'ils placent sur le chemin en construction. Un des ouvriers bute sur une brouette qui heurte le cheval d'un des hommes montés qui s'en aperçoit. Quatre hommes, montés sur des chevaux, semblent observer les travaux. 2 d'entre eux portent la veste bleue des ingénieurs des ponts et chaussées. L'un d'eux discute avec un des hommes de la construction, qui, pour mieux appuyer ses dires, montre de son chapeau le travail effectué. Il tient un bâton dans l'autre main. L'homme à cheval observe une carte en même temps. Les derniers ouvriers piochent, mesurent, placent et tassent les pavés. Enfin, 2 femmes, dont l'une appuyée sur une borne de pierre en forme de cylindre armorié de fleurs de lys, regardent le groupe d'hommes en discussion. Elles sont accompagnées de 2 chiens. Le tableau porte donc un titre en rapport avec son sujet. C'est bien la construction d'une route que l'on voit dans cette œuvre. Pourtant le titre interroge, autant l'artiste que son commanditaire. Revenons maintenant sur le contexte de sa réalisation. Nommé contrôleur général en 1769, l'abbé Joseph-Marie Téré entre dans le gouvernement de Louis XV. Avec le duc d'Aiguillon et le chancelier Maupoux, il met en place une grande réforme des parlements et des finances du royaume. L'abbé a en charge les routes et le commerce du grain. Il met en place de nouvelles réglementations. À son entrée au ministère, il demande au peintre Vernet de faire 2 tableaux sur ce sujet pour peut-être orner son château de la Mottille. Ces 2 œuvres sont exposées au salon de 1775.
Les deux œuvres ont été vivement accueillies par la critique. C'est ainsi que M. Vernet, dans son tableau de la construction d'un grand chemin, malgré la vivacité prodigieuse de ses figures, les fait concourir tout à l'action principale, même M. Perronnet, le premier ingénieur des ponts et chaussées, qui, étant à cheval, est censé faire sa tournée et, lisant un papier, recevoir quelques mémoires relatives à sa mission. Cette partie de l'ouvrage est admirable, et je la préfère à son pendant, représentant les abords d'une foire, où il y a moins de mouvement, mais supérieur par un ciel plus vaporeux, plus aérien, plus vrai en un mot. Les deux tableaux ont été réalisés entre 1769 et 1775. Un acompte de 6000 livres est donné au peintre le 7 novembre 1774. Le tableau est signé et daté en cette année. Le 12 janvier 1775, la somme est complétée par 4000 livres, payés de nouveau par le notaire du Clos du Fresnoy. Elles parviennent entre les mains de l'abbé le 20 mars 1775. Le tableau est vendu en 1778 par les héritiers de Terray, pour 6000 livres. Il entre dans les collections Feuillet puis de Cotte. En 1814, le tableau entre finalement au musée du Luxembourg, puis au Louvre en 1816. Son pendant, les abords d'une foire, entre quant à lui au musée de Montpellier. Claude-Joseph Vernet naît à Avignon à la fin du règne de Louis XIV, fils d'Antoine Vernet, peintre décorateur. Il entre dans l'atelier de différents maîtres provençaux, comme Louis-René Vialy, proche de la famille. Puis, en 1734, il se rend à Rome grâce au soutien de Joseph de Sètre, marquis de Caumont. Il se rapproche du père Fouque, puis travaille auprès du peintre Adrien Manglard. Il y découvre les paysages du Lorrain et ceux de Poussin. En 1735, l'artiste commence son livre de raison, principale source plusieurs fois retranscrite. En 1737, il séjourne à Naples. En 1745, il épouse Virginia Cecilia Parker, fille d'un capitaine de la marine du pape, d'origine catholique, irlandaise ou anglaise. Il a, avec elle, de nombreux enfants, dont le futur peintre Carle Vernet, né en 1758. À Rome, il fréquente l'architecte Jacques-Germain Soufflot, ou bien encore le graveur Charles-Nicolas Cochin, et sûrement Abel François de Vandières, futur marquis de Marigny. Spécialisé dans les vues marines, il est un artiste recherché, pouvant se faire plus de 15 000 livres par an. En 1753, il revient définitivement en France. On s'est interrogé sur ce qui paraît être une fuite. À Rome, il avait fondé une famille et avait su s'y établir en se créant en 20 ans un réseau d'amis et une clientèle nombreuse. Il semblerait que son beau-père eut l'ordre par l'Inquisition de quitter la ville, suivi par ses proches. Alors, Joseph Vernet quitte Rome et s'installe avec sa famille à Marseille. En 1753, il se rend à Paris, où le marquis de Marigny, directeur des bâtiments du roi, lui donne mission de peindre les ports de France. Ils s'arrêtent ensemble sur le trajet et les besoins matériels de cet itinéraire. Le premier port devait être Marseille avec 2 vues. Il les réalise en octobre 1753. Ensuite, Toulon, Antibes, Sète, Bordeaux, Bayonne, Rochefort, La Rochelle. Et enfin, Dieppe en 1765. Diderot loue, dès 1755, les marines du peintre, qui a su y mettre, selon lui, des détails immenses et une exécution prodigieuse. En 1757, il réalise, pour le marquis de Marigny, le paysage avec des lavandières. Épuisé par la tâche et la bourse vide, le peintre abandonne le voyage pour se centrer sur une vie plus stable avec sa famille à Paris. En 1761, le roi lui donne un logement dans la galerie du Vieux-Louvre. Il a pour clients la marquise du Barry, le duc de Deux-Ponts, le roi de Pologne, et encore bien d'autres. En 1774, son épouse, pourtant de 14 ans sa cadette, est placée en pension à Monceau pour des raisons de folie furieuse. En 1775, son beau-père décède. L'année suivante, sa fille Émilie épouse l'architecte Charles Grain. En 1778, il voyage en Suisse. En 1786, avec Karl, il se rend à Avignon.
Son fils obtient en 1782 le Grand Prix de Rome et se marie à la fille du dessinateur Moreau le Jeune. Le 24 août 1789, Karl est agréé par l'Académie de peinture. Le 3 décembre suivant, Joseph meurt à Paris. Le tableau se trouve au Louvre. Il a des dimensions de 190 cm de largeur et de 125 cm de hauteur avec le cadre. La composition se déploie depuis la ville, centre de la perspective. Comme bien d'autres, Joseph Vernet utilise les effets de dégradé atmosphérique. La perspective est accentuée par l'effet sinueux de la rivière et de la route s'éloignant depuis la ville. La taille des personnages se réduit depuis ceux du premier plan. Sur la roche, le spectateur se trouve perché, légèrement au-dessus de la route qu'il peut admirer entièrement. Dans cette position, il peut percevoir chaque détail de la composition. Plusieurs plans créent une scène de théâtre avec des groupes d'hommes et d'outils. Dans le tiers inférieur se situe la scène principale, presque au centre. La technique de Vernet rappelle celle des paysages du Lorrain. La palette est claire. Teintes orangées, marrons et bleutées sont dominantes. Les touches vertes des arbres et les couleurs des vêtements des protagonistes s'en détachent. La minutie du détail permet de transposer la réalité. Ombres et lumières permettent le rendu réaliste des personnages dans ce paysage champêtre minéral. Que celui qui n'a pas étudié et senti les effets de la lumière et de l'ombre dans les campagnes, au fond des forêts, sur les maisons des hameaux, sur les toits des villes, le jour, la nuit, laisse là les pinceaux, surtout qu'il ne s'avise pas d'être paysagiste. Le paysage appartient au genre dit mineur, appellation des genres selon Félibien. Nicolas Poussin, en créant les paysages historiés, lui donne une dimension philosophique, qui prend tout son essor dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Vernet balance Claude Lorrain dans l'art d'élever les vapeurs sur la toile, et il lui est infiniment supérieur dans l'invention des scènes, le dessin des figures, la vérité des incidents et le reste. Le premier n'est qu'un grand paysagiste tout court, l'autre un peintre d'histoire selon mon sens. Diderot place donc Vernet comme paysagiste. Le peintre reproduit fidèlement le paysage des Alpes et de la Provence qu'il connaissait bien. Le peintre avait effectué ses tableaux de port en se rendant sur le lieu. Il effectuait des esquisses qu'il retravaillait en atelier. Ce sont des compositions complexes, mêlant réalité et rêve. Louis Petit de Bachaumont note dans sa visite du salon de 1775 que l'homme qui tient la carte est le premier ingénieur Jean-Rodolphe Perronnet. Ingénieur de la Généralité d'Alençon depuis 1735, il est appelé à Paris par Daniel Charles Trudaine, intendant des finances en charge des ponts et chaussées. Ce dernier a créé un bureau des dessinateurs en 1744, puis transformé en école en 1747. À sa tête est nommé Perronnet. En 1750, il devient inspecteur général, puis en 1764, premier ingénieur. Il entre aussi à l'Académie d'architecture. En 1787, il réalise le pont de la place Louis XV, actuellement place de la Concorde. À travers ce tableau, plusieurs créations de Perronnet sont célébrées. Le petit chariot à corps triangulaire à droite, les cintres et les grues en bois pour la construction du pont au fond. La construction est méticuleusement montrée. Élargissement du chemin en creusant la colline, aplanissement du terrain, casse et taille des pierres pour construire le pavage fait dans le sable. Ils ont des outils adéquats pour ce travail. Pic, pioche, pelle pour creuser, outils pour mesurer comme la toise, c'est-à-dire le grand bâton tenu par le conducteur, marteau à refendre, une masse à pavé, un épinceur pour ajuster et placer les pavés, et enfin, une dame ou demoiselle pour tasser le tout. Les ponts et chaussées fonctionnent comme une administration fortement hiérarchique. En premier, les ingénieurs doivent faire des relevés et des plans des routes des provinces. Ils donnent les ordres pour les chantiers. De son côté, les inspecteurs doivent faire des tournées de vérification. Ils rapportent l'avancement des travaux au premier ingénieur et au ministre, quand ce ne sont pas eux-mêmes qui se déplacent.
Du projet au chantier, un nombre important d'hommes travaillent sur la réfection des routes. Les intendants, les ingénieurs en chef, les sous-ingénieurs, les conducteurs, les piqueurs et enfin les ouvriers. L'utilisation de la corvée royale est préconisée par Truden et Peyronnet. Cette pratique, introduite par le contrôleur général Horry en 1738, oblige les habitants des 4 lieux environnant le chantier à devoir 30 jours de travail gratuit par an sur le chantier en cours. Des inégalités se faisaient ressentir puisque la noblesse, le clergé, les habitants des villes en étaient exempts. Et plusieurs moyens d'y échapper étaient possibles, par son rachat, des postes dans l'administration royale et bien d'autres. Désapprouvée par la plupart des corvéables et les philosophes, elle était la méthode la plus utilisée par les ingénieurs des ponts et chaussées. L'arrêt du Conseil du roi du 3 mai 1720 donna mission aux intendants de décider quel chemin serait route royale, portée à 72 pieds de large, bordée de fossés et d'arbres, et quels seraient les autres chemins qui ne devaient avoir que 36 pieds. En général, ces routes qui dépendent de l'administration royale sont ponctuées de relais de poste. C'est un service officiel permettant aux voyageurs de changer de cheval ou d'attelage pour leur voyage. Au XVIIe siècle, la monarchie décide de créer un réseau de routes de la capitale vers les frontières. Le but en est tout militaire. Les armées de Louis XIV combattent dans les Provinces-Unies, les Pays-Bas autrichiens et en Espagne. La France du XVIIIe siècle ne connaît plus de combats sur son territoire, et la route est donc essentielle pour permettre aux troupes de rejoindre les théâtres d'opérations éloignés. La royauté tente de relier la capitale du royaume, Paris, à toutes les capitales provinciales. Dès lors, les ingénieurs rénovent ou réalisent ex novo des routes. Ils essaient de les rendre les plus rectilignes possibles. Leur pavement doit permettre le passage fréquent de chariots ou de voitures. C'est donc une entreprise à la fois politique et à la fois économique. La monarchie se focalise sur le commerce du grain durant tout le siècle. Le blé est la principale source de revenus et de subsistance pour la population. Le tableau, les abords d'une foire, montre ainsi les raisons de la construction de la route. Faciliter le déplacement et le commerce. Joseph Vernet montre une foire sur les rives d'un fleuve. Un pont est, encore une fois, au milieu de la composition, mais cette fois-ci comme symbole de la ville où se situent les foires. Une nouvelle pensée apparaît dans la seconde moitié du siècle. La célébration du héros, parfois anonyme, de la patrie, remplace celle des grands hommes et des héros antiques. Les artistes y ajoutent une portée morale sur le travail agricole et la peine du paysan. L'agriculteur s'oppose donc au peuple des villes, aux bourgeois enrichis et aux nobles oisifs. La modestie et le labeur manuel sont des vertus en comparaison du luxe et de la consommation. Dans le tableau, Vernet montre ainsi des paysans au travail près du moulin, faisant le parallèle entre le travail des paysans et celui des ouvriers. Ces allégories vont aussi de pair avec un renouveau de l'esthétique du paysage. Le marquis de Gérardin montre, dans De la composition des paysages, en 1777, que le paysage en entier des campagnes doit être embelli comme un tableau. Le pittoresque vient au jardin et inversement le paysage entre dans le tableau. De même, routes et allées de jardin fusionnent pour ne plus faire qu'un, comme l'ingénieur qui se fait peintre en aménageant le paysage tel un tableau. Mon compagnon de promenade connaissait supérieurement la topographie du pays, les heures favorables à chaque scène champêtre, l'endroit qu'il fallait voir le matin, celui qui recevrait son intérêt et ses charmes, ou du soleil levant ou du soleil couchant, l'asile qui nous prêterait de la fraîcheur et de l'ombre pendant les heures brûlantes de la journée.